Bonjour et bienvenue pour cet septième épisode de notre voyage dans l'après-Covid-19. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'alliance sacrée entre les scientifiques, les politiques et les gens des médias. Tout d'abord, les scientifiques. Depuis l'émergence de l'épidémie de Covid-19, les données fournies par les épidémiologistes ont fait brusquement l'actualité et se sont invités dans notre vie quotidienne. Mais qu'est-ce donc l'épidémiologie? Il s'agit d'une science interdisciplinaire qui regroupe et articule plusieurs types de savoirs qui ont chacun leur autonomie propre. La virologie, l'infectiologie, la biologie et la biologie statistique, la médecine tropicale, la phylogénie, l'immunologie, la physiologie, la vaccinologie, les mathématiques, etc. Cette science un peu plateforme favorise donc les échanges entre diverses communautés scientifiques, et ce, du monde entier. Pour être plus précis, l'épidémiologie cherche en fait trois choses. La première, elle recherche les multiples causes d'une épidémie au sein d'une population donnée à l'intérieur d'un contexte socio-culturel donné. Et de ce point de vue-là, absolument remarquable de réaliser qu'il a fallu à peine 2 semaines aux scientifiques pour identifier le nouveau coronavirus, séquencer son génome et développer un test fiable permettant d'identifier les individus contaminés. Grand coup de chapeau. Donc, identifier les multiples causes d'une épidémie, qui ne sont en fait pas uniquement les causes biologiques, mais plus larges, les causes de son développement aussi, les milieux favorables, etc. Ça, c'est le deuxième élément. Il s'agit du mode et le rythme de diffusion de cette épidémie, toujours au sein d'une population donnée. Elle ne se diffuse pas de la même façon partout. Et troisièmement, les précautions et les solutions à envisager. L'épidémiologie est donc une science en partie prédictive, qui accorde une large part au calcul des probabilités. Bien entendu, elle ne recueille pas toujours l'unanimité des chercheurs. Loin s'en faut. Ces chercheurs peuvent tenir des positions parfois très divergentes et proposer des solutions, des expertises très divergentes et qui peuvent conduire à des décisions politiques opposées selon qu'on habite tel pays ou tel autre. Ces chercheurs sont conscients de leur savoir, mais également des limites de leur savoir et de leur expertise, alors que nous-mêmes, souvent, on les rêve comme tout-puissants puisque scientifiques. Non. Leur connaissance demeure foncièrement empirique et tâtonnante, ne répondant pas à la représentation commune d'une science souveraine. Eux-mêmes jugent leur savoir toujours provisoire et révisable, en constante évolution. Ce qui ne manque pas de susciter un certain malaise chez les non-initiés que nous sommes, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. On s'attend d'un scientifique qui va nous apporter toutes les solutions, etc. D'après Frédéric Keck, anthropologue des sciences, les gouvernements et les industries pharmaceutiques jouent un rôle important dans l'activité de ces chercheurs, car ils financent en grande partie leurs expérimentations, qui sont assez coûteuses. Mais ils ont peu d'influence sur leurs délibérations, dit-il, et sur leurs recommandations. Inversement, il se constate aussi que les épidémiologistes n'instrumentalisent pas la peur des gouvernants et l'avidité des industries pharmaceutiques pour soigner leurs intérêts de chercheurs. Quelque chose de rassurant. Bien sûr, il y a des connexions, etc., mais parfois
on imagine toute une sorte de scénario de mauvais film, mais non, voilà, il y a... d'après les recherches de cet expert reconnu, il y a une réelle connexion, mais aussi indépendance. Voyons maintenant les politiques. La gouvernance étatique. Les politiques doivent prendre des décisions, pour reprendre une expression du philosophe et physicien Étienne Klein, des décisions en méconnaissance de cause. J'aime bien. On s'attend que l'État connaisse tout, mais non, il doit prendre des décisions. Bien sûr, ils doivent se renseigner un maximum, mais il y a toute une série de paramètres qui leur échappent. Ils ne savent pas tout à l'avance. Saisis par l'urgence, ils évoluent dans un monde plus imprévisible qu'avant. Pour instruire leurs décisions, ils ont besoin d'une part de phares qui permettent de se diriger dans la nuit, de donner une direction générale, et aussi de balises qui permettent d'éviter les écueils. Cette distinction entre phare et balise a été mise en évidence par Alain Supiot du Collège de France. Ces phares et ces balises ont été construites à partir des données et des recommandations fournies principalement par les habitants de la planète épidémiologie. Ces scientifiques se sont révélés de précieux auxiliaires du politique pour prendre les bonnes décisions qui ont des conséquences gigantesques sur le court, le moyen et le long terme, mais aussi pour gagner un capital confiance dont les politiques ont besoin face à la population. Oh, bien sûr, il y a beaucoup de débats entre les scientifiques eux-mêmes. Il y a ce fameux débat avec le professeur Raoult et d'autres. Mais moi, je trouve ça plutôt rassurant qu'il y ait du débat, qu'il n'y ait pas une sorte d'uniformité. Vous voyez, en même temps, il y a quelque chose d'angoissant aussi à ce qui est tant de positions divergences et des divergences aussi radicales. Notons que parmi les experts consultés par le politique des différents gouvernements, il me semble que des pans entiers de la société n'ont pas été sollicités. Je pense, ou très peu sollicités. Par exemple, les historiens, qui auraient sans doute beaucoup de choses à apprendre. Les anthropologues, qui sont aussi présents en partie. Les sociologues. Les religions. Quelle est cette vie qu'on voudrait préserver par-dessus tout? Il s'agit, comme je le disais dans la vidéo précédente, d'une vie humaine, pas simplement d'un amas de cellules. Et il est vrai évidemment que c'est évidemment pas simple, il y a tant de facteurs dont il faut tenir compte. Puis les journées n'ont que 24 heures, et voilà, mais quand même une consultation d'autres experts que simplement ceux qui relèvent des sciences exactes, notamment des sciences humaines, me semble absolument indispensable et peut-être être un facteur qui devrait être davantage encouragé. Le paradigme qui préside aux décisions des politiques semble être celui de la biosécurité. La biosécurité. En effet, la préservation de la vie biologique de chaque citoyen s'impose comme un impératif absolu, parfois presque exclusif des autres impératifs. Ça m'a frappé. On a été capable d'arrêter des pays entiers, le fonctionnement de l'économie, simplement pour préserver la vie d'individus. On va me dire c'est normal, oui, mais l'histoire des épidémies montre que ce n'était pas du tout le cas dans le passé. Donc là, on a l'impression que chaque vie est importante. Ce paradigme de la biosécurité a été élaboré à l'ombre de la lutte contre le bioterrorisme. Lutte qui est devenue plus acharnée depuis l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo le 20 mars 1995, qui a fait 13 morts et plus de 6300 blessés, dont beaucoup très graves. C'est une date un peu symbolique. À côté de ce paradigme dominant, il y en a au moins 3 autres. Celui de la prévention, qui a gouverné l'action sanitaire depuis le XIXe siècle,
c'est-à-dire intervenir lorsqu'une menace est avérée pour tâcher de circonscrire la menace et l'éliminer. Donc le paradigme de la prévention. Puis il y a le paradigme de la précaution, puissamment introduite en France après le scandale du sang contaminé. Enfin, il y a le paradigme de la préparation, qui a été en partie mis à mal, en tout cas en Europe, c'est-à-dire se préparer à une pandémie en achetant des masques et des antiviraux, en identifiant des acteurs critiques dans les entreprises, en réservant des chambres dans les hôpitaux, en comptant le nombre de places dans les cimetières, etc. etc. Donc, la question de la préparation. Alors, je pense que ces différents paradigmes, sous le chapeau du paradigme de la biosécurité, vous voyez qu'ils sont critiquables, dans le sens constructif du terme. Dans ma bouche, le mot critique n'est jamais négatif. Au contraire, c'est un désir de collaborer à trouver des meilleures solutions. De pouvoir faire fonctionner ensemble ces 4 types de paradigmes. Voilà, et donc on comprend du coup pourquoi des pays se sont engagés dans des voies extrêmement différentes face à cette épidémie, face à cette pandémie, des décisions en Chine, avec toute leur façon de concevoir l'État, la société de surveillance qui était d'ailleurs mise en place bien avant l'arrivée de la pandémie. Voilà, ils ont réagi de leur façon, avec leur culture. L'Italie aussi a pris certaines décisions, la France également, etc. etc. La Belgique aussi, l'Allemagne avec les Länder, la Corée du Sud, l'Afrique, les États-Unis, enfin l'Afrique, il ne faut pas dire l'Afrique, mais les différents pays d'Afrique, la Norvège, etc. etc. Aux côtés des politiques et des scientifiques se trouvent les hommes et les femmes des médias. Ce sont eux qui ont un contact privilégié avec la population, pourrait-on dire, avec l'opinion publique, qui font en grande partie l'opinion publique. Ils exercent vraiment un rôle de médiation. Ils ont en quelque sorte une fonction prophétique. De façon un peu caricaturale, on pourrait parler du sacerdoce. Je reprends certaines catégories d'Auguste Comte, le sacerdoce des scientifiques, le gouvernance des politiques, et on pourrait parler du prophétisme des médias. Bon voilà, ce sont des catégories qui aident à penser, mais voilà, vous en faites ce que vous voulez. Sans négliger l'apport spécifique des médias, leur voix propre, la réflexion des journalistes, ils prêtent en grande partie leur voix, ou plus précisément, ils ont prêté en grande partie leur voix aux politiques, mais également aux scientifiques, dont ils vulgarisent des questions parfois très compliquées. Ils communiquent et expliquent des décisions prises. Ils en scrutent les enjeux, qu'ils n'hésitent pas à critiquer dans une certaine mesure au passage. Les médias présentent en général cette communication comme une simple information, parée de la triple autorité de l'objectivité scientifique. Nous avons vu tout à l'heure de quelle objectivité il s'agit, de la décision démocratique, c'est-à-dire prise par les représentants, et par le professionnalisme journalistique, qui est par essence ouvert et qui remet les choses en question, etc., qui permet le débat. Or, c'est intéressant d'écouter Gilles Deleuze, philosophe bien connu en France. Quand on vous informe, dit-il dans une petite vidéo intitulée « L'art et la société de contrôle », l'art et la société de contrôle, quand on vous informe, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on vous dit ce que vous êtes censé de croire. On ne vous demande pas de croire même, mais de vous comporter comme si vous croyiez. Informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. C'est évidemment assez dur pour le monde journalistique, mais il y a un petit peu de ça. Informer, c'est en quelque sorte aussi
de façon un peu détournée, faire circuler un mot d'ordre. Bien plus informer pour un média, c'est mettre en scène. Avec un art consommé, les présentateurs transforment des chiffres et des directives en spectacle. Ils suscitent ainsi des émotions savamment dosées et emportent l'adhésion des foules qui les suivent depuis l'intimité de leur salon. Leur impact est vraiment considérable. Ce faisant, les hommes et les femmes de médias organisent une sorte de culte, entre guillemets, de la biosécurité qu'ils célèbrent dans leur show. Ils félicitent, encouragent, donnent de bons points à ceux qui vivent dans le sanitairement correct. Et ils culpabilisent sans trop en avoir l'air ceux qui le sont moins. Il ne s'agit évidemment nullement ici de faire un quelconque procès des médias qui rendent de grands services en tout genre. Il s'agit plutôt de prendre conscience de leur mode spécifique de fonctionnement, souvent dans l'urgence et sans beaucoup de recul, dans un lien étroit avec les politiques et les scientifiques, en tout cas en ce qui concerne le traitement de cette pandémie. Il faut pouvoir donc contextualiser, situer ces informations qu'ils scénarisent selon une temporalité qui leur est propre, avec une place importante accordée à la vérité émotionnelle, à l'authenticité. Alors par ailleurs, il existe parfois certaines émissions qui décryptent davantage l'actualité avec l'apport des sciences humaines et des sciences sociales, avec la poésie, avec la spiritualité. Je pense par exemple à la Grande Librairie sur France TV, et qui nous aide vraiment à entrer dans l'intelligence de ce qui a été vécu et de l'avenir dans lequel nous nous engageons. Mais ce genre d'émission n'est pas légion dans un univers médiatique qui obéit en grande partie à la logique de l'émotion, de l'instantané et du spectaculaire. Notons par ailleurs l'impact grandissant des réseaux sociaux en ce domaine. Ces réseaux ouvrent l'accès à des réflexions passionnantes, plein de points de vue, plein d'idées, qui émanent de différents types de discours. Je pense à certaines vidéos YouTube par exemple. Cela change la donne par rapport aux médias traditionnels. Encore évidemment, faut-il savoir se prémunir des fake news. Les médias ont donc été en partie les prophètes du politique et du scientifique dans le domaine de la pandémie. Inversement, il n'est pas sans intérêt de noter que ces mêmes médias imposent aux politiques et aux scientifiques leur langage et leur temporalité propre en temps réel. Les gouvernants ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils le veulent. À ce niveau, ils n'ont plus la même liberté, me semble-t-il, que leurs prédécesseurs d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, grâce aux médias, ou à cause des médias, tout se sait tout de suite et partout. Enfin, presque tout. Je vous remercie.